Vous êtes là, peut-être assis dans votre salon, ou allongé dans votre lit ce soir, et il y a quelqu'un à côté de vous, ou dans la pièce d'à côté, quelqu'un qui partage votre vie depuis des années, et pourtant, est-ce que vous ressentez cette étrange sensation, cette impression de toucher un mur de verre chaque fois que vous essayez de vous approcher vraiment? Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez eu une conversation qui a duré plus de 10 minutes sans que l'un de vous deux ne consulte son téléphone, sans que les mots ne restent coincés quelque part entre la gorge et les lèvres, sans que le silence ne pèse comme une pierre au creux de la nuque? Parce que cette sensation, cette distance qui s'installe doucement, presque imperceptiblement, comme de la brume un matin d'automne, c'est peut-être la forme de solitude la plus difficile à nommer. On n'est pas seul, et pourtant on se sent seul. Et ce paradoxe-là, il ronge quelque chose de très précis, quelque part entre les omoplates, là où l'on porte les choses que l'on n'arrive pas à dire. Christophe André, psychiatre et auteur qui a consacré une grande partie de sa vie à comprendre comment les êtres humains peuvent aller mieux, a dit quelque chose qui peut sembler brutal à première lecture. Il n'existe pas d'âme sœur, pas au sens où on l'entend. Pas cette personne parfaite qui nous compléterait, qui comprendrait tout sans qu'on ait besoin de parler, qui serait là exactement comme on l'imagine dans nos rêves les plus doux. Cette idée, aussi belle soit-elle, est peut-être l'une des croyances les plus dangereuses que l'on puisse entretenir dans une relation. Et dans quelques instants, vous allez comprendre pourquoi, et surtout ce que l'on peut faire à la place, quelque chose de bien plus solide, de bien plus réel, et étonnamment, de bien plus beau. Mais avant cela, restez avec moi, parce que ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui concerne non seulement votre couple, mais aussi, et c'est là que cela devient vraiment important, ce que vivent vos proches, vos enfants, vos petits-enfants, tous ceux qui gravitent autour du lien que vous formez avec l'autre. Ce que se joue dans votre couple ne reste jamais confiné entre quatre murs, ça déborde, toujours. Alors prenons un moment, respirez doucement et commençons. Imaginez une scène que vous connaissez peut-être, une scène banale en apparence. C'est un dimanche après-midi. La vaisselle du déjeuner est encore dans l'évier. L'un des deux dit à l'autre « Tu aurais pu ranger, j'ai l'impression de tout faire seul ici. » Et l'autre répond, sur un ton las, déjà fatigué avant même que la phrase soit terminée, « Voilà, encore les reproches, tu n'es jamais satisfait. » Et puis le silence, ce silence particulier qui n'est pas un silence de paix, mais un silence de repli, où chacun rentre dans sa forteresse intérieure et tire le pont-levis derrière soi. Est-ce que cette scène vous évoque quelque chose? Ce n'est pas une dispute sur la vaisselle, ça ne l'a jamais été. C'est une dispute sur la reconnaissance, sur le sentiment d'être vu, entendu, compté. C'est une dispute sur la solitude que l'on peut ressentir même à deux. Et ce qui rend cette scène particulièrement douloureuse, c'est qu'elle ressemble à tellement d'autres scènes, tellement d'autres dimanches, tellement d'autres silences accumulés au fil des années, que l'on finit par croire que c'est comme ça, que c'est normal, que c'est inévitable. Mais est-ce vraiment inévitable? Est-ce que la distance est une fatalité dans une relation longue? Ou est-ce que nous avons simplement cessé de faire quelque chose d'essentiel, quelque chose que l'on peut reprendre, quel que soit l'endroit où l'on en est? Si cette question vous touche, si vous reconnaissez quelque chose dans cette scène du dimanche, je vous invite à partager ce que vous ressentez dans les commentaires. Pas les grandes analyses, juste un mot, une phrase. Parce que souvent, mettre des mots sur ce que l'on vit, même brièvement, commence déjà à changer quelque chose. Et si cette réflexion vous semble utile, si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un que vous connaissez, abonnez-vous à cette chaîne, parce que nous revenons régulièrement sur ces questions qui touchent à la façon dont nous aimons et dont nous vivons ensemble. Ce n'est pas une invitation anodine, c'est une façon de continuer ce chemin ensemble. Revenons maintenant à cette phrase de Christophe André. Il n'existe pas d'âme sœur. Pourquoi cette affirmation est-elle si importante? Parce que derrière l'idée d'âme sœur se cache une attente absolue. L'attente que l'autre soit parfaitement accordé à soi, naturellement, spontanément, sans effort. Et cette attente, elle est destructrice d'une façon très particulière, très silencieuse. Elle nous fait attendre de l'autre ce que nous ne lui avons jamais explicitement demandé.
Elle nous fait souffrir de son incapacité à deviner ce dont nous avons besoin. Elle nous fait interpréter chaque maladresse, chaque oubli, chaque différence comme une preuve que l'autre n'est pas vraiment fait pour nous, qu'il y a eu une erreur de casting quelque part. Et voilà le paradoxe cruel. Plus on croit à l'âme sœur, plus on est susceptible de se retrouver seul. Parce que l'on finit soit par quitter des relations qui auraient pu être profondes et nourrissantes, soit par rester dans l'attente passive d'une transformation que l'on espère, mais que l'on ne contribue pas à créer. Christophe André ne dit pas que l'amour n'existe pas. Il dit que l'amour ne se trouve pas, il se construit. Et cette nuance-là change absolument tout. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de difficile maintenant, quelque chose que l'on préfère souvent ne pas regarder en face. Parce que si vous continuez à fonctionner selon ce schéma de l'âme sœur introuvable, si vous continuez à attendre que l'autre devine, que l'autre change spontanément, que la magie revienne d'elle-même, alors ce n'est pas seulement votre couple qui en souffre. Et là, j'aimerais que vous preniez vraiment le temps de lire ce qui suit, parce que c'est peut-être la partie la plus importante de toute cette réflexion. Il y a quelques années, dans un contexte clinique, un couple est venu consulter. Appelons-les Marguerite et Bernard, deux personnes dans la soixantaine, mariés depuis 32 ans. En apparence, tout allait bien. Ils n'avaient jamais eu de grandes disputes, pas de trahison, pas de crise majeure. Mais leur fille, une femme de 35 ans, avait fini par leur dire quelque chose qui les avait bouleversés. Grandir dans votre maison m'a appris que l'amour était quelque chose de froid. Je n'ai jamais vu mon père prendre ma mère dans ses bras. Je n'ai jamais entendu un éclat de rire vrai entre vous. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment aimer sans avoir peur que ça devienne comme ça. Cette phrase, dite calmement, sans reproche excessif, avait fait l'effet d'une lame de fond. Marguerite et Bernard n'avaient pas réalisé que leur silence à deux, leur coexistence polie et distante, n'était pas invisible. Leurs enfants l'avaient absorbé. Ils avaient appris ce modèle-là, ce modèle du couple qui vit côte à côte, sans vraiment se toucher, sans vraiment se voir, et ils le reproduisaient à leur tour dans leur propre relation. Est-ce que vous mesurez la portée de cela? Ce qui se passe entre vous deux n'est jamais uniquement entre vous deux. Les enfants, les petits-enfants, apprennent l'amour en vous observant. Ils apprennent si l'amour est sûr ou dangereux, chaleureux ou glacial, vivant ou figé. Ils apprennent si deux personnes peuvent traverser les difficultés ensemble ou si elles se replient chacune dans leur coin. Et ces apprentissages-là, ils les emportent dans leur propre vie amoureuse, parfois sans jamais savoir d'où vient ce modèle. Alors voici la question qui mérite d'être posée et je vous invite à la garder quelque part dans votre esprit pendant que nous continuons. Quel modèle d'amour est-ce que vous transmettez en ce moment? Parce que si la réponse vous met un peu mal à l'aise, si quelque chose dans votre mâchoire se serre légèrement en lisant cette question, c'est peut-être un signal. Pas un signal de honte, jamais de honte, mais un signal qu'il y a quelque chose à regarder, quelque chose à reprendre en main. Et il y a quelque chose encore en dessous de tout cela, quelque chose que peu de gens voient venir. Parce que la désunion dans un couple ne reste pas immobile, elle progresse. Elle s'approfondit. Ce qui commence comme une légère distance, quelques silences de trop, quelques soirées où l'on est chacun dans son écran, peut évoluer vers ce que les psychologues appellent le divorce émotionnel, c'est-à-dire le moment où deux personnes partagent un espace physique, mais ont cessé de partager quoi? Que ce soit d'intérieur. Et dans cet état-là, quelque chose de très précis se passe dans le corps. Il y a une fatigue particulière qui n'est pas la fatigue du travail. C'est une fatigue qui se loge dans les épaules, dans les bras qui ne savent plus si l'autre a envie d'être touché, une fatigue de la vigilance constante, de devoir peser chaque mot pour ne pas raviver une tension latente. Cette fatigue-là use profondément. Et dans cet état de divorce émotionnel, la vulnérabilité des deux partenaires augmente considérablement. L'un ou l'autre peut commencer à chercher ailleurs ce qu'il ne trouve plus dans la relation. Non pas nécessairement une aventure romantique au sens dramatique du terme, mais une oreille attentive, un regard chaleureux, quelqu'un qui s'intéresse vraiment. Et parfois, quand cet ailleurs se présente, il prend une forme que l'on n'avait pas prévue, et ce qui restait d'un foyer se fissure définitivement.
Ce n'est pas un scénario catastrophiste. C'est ce que montre la clinique, année après année. La trahison ne tombe pas du ciel. Elle pousse dans les terrains que l'on a laissés se dessécher. Alors oui, la question est urgente. Non pas dans le sens d'une panique qui paralyse, mais dans le sens d'une attention bienveillante que l'on se doit à soi-même et à l'autre. Il n'est pas question d'attendre que les choses s'améliorent d'elles-mêmes, parce qu'elles ne s'améliorent pas d'elles-mêmes. Les relations qui durent et qui nourrissent vraiment les deux partenaires sont des relations qui ont été cultivées, consciemment, régulièrement, même imparfaitement. Et je vous préviens, ce que nous allons explorer dans les prochaines minutes va peut-être vous surprendre, parce que les outils que propose Christophe André ne sont pas des recettes magiques, ce ne sont pas des formules à réciter le soir. Ce sont des façons d'être, des façons de regarder l'autre, des façons de se regarder soi-même. Et certaines d'entre elles sont à la portée de tout le monde, dès aujourd'hui, quel que soit l'état dans lequel se trouve votre relation. Mais avant d'y arriver, laissez-moi vous parler d'un autre mécanisme que Christophe André décrit avec une précision qui peut faire froid dans le dos. Un mécanisme que l'on appelle l'habituation émotionnelle. Vous savez, ce phénomène que l'on observe dans la vie quotidienne, quand on s'habitue à une odeur au point de ne plus l'apercevoir, l'habituation émotionnelle fonctionne de la même façon dans les relations longues. On s'habitue à l'autre, on cesse de vraiment le voir, on cesse de vraiment l'entendre. L'autre devient une partie du décor familier, comme le buffet du salon ou le bruit de la rue le matin. Et ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de l'indifférence consciente. C'est un mécanisme neurologique, une économie d'attention que notre cerveau opère automatiquement pour gérer la surcharge du quotidien. Mais les conséquences de cette habituation sont réelles et profondes. Quand l'autre ne nous surprend plus, quand ses mots ne nous atteignent plus vraiment, quand son regard ne nous touche plus quelque part, entre les tempes et les joues, comme il le faisait au début, quelque chose d'essentiel commence à manquer. Et ce qui manque, c'est la présence. La vraie présence, pas la proximité physique, mais l'attention vivante portée sur l'autre. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez regardé votre partenaire comme si vous le voyiez pour la première fois? Sans le filtre des habitudes, sans les lunettes de l'agacement ou de la lassitude. Juste regarder, vraiment regarder. Christophe André enseigne, notamment dans ses travaux sur la pleine conscience, que cette capacité à voir l'autre comme neuf, à retrouver un regard frais sur ce qui est devenu familier, est l'une des compétences relationnelles les plus précieuses que l'on puisse développer. Et le mot compétence est important ici. Ce n'est pas quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. C'est quelque chose que l'on peut apprendre, pratiquer, raffiner. Mais voilà ce que la plupart des couples ne savent pas encore, et c'est là que nous allons maintenant. Parce que derrière l'habituation, derrière la distance, derrière les silences qui pèsent, il y a souvent quelque chose d'encore plus fondamental qui a été perdu ou jamais vraiment développé. Et comprendre ce quelque chose change radicalement la façon dont on peut reprendre le chemin vers l'autre. Christophe André parle souvent de ce qu'il appelle la présence bienveillante. Non pas la présence physique, encore une fois, mais la qualité d'attention que l'on apporte à l'autre quand on est avec lui. Cette présence-là, elle se ressent dans le corps de l'autre de façon très concrète. Elle se ressent dans les bouts des doigts, dans la façon dont la respiration change, quand quelqu'un vous regarde vraiment, dans ce léger relâchement du haut du dos, quand vous sentez que l'autre est vraiment là, pas dans ses pensées, pas dans son téléphone, pas dans ses préoccupations, mais là, avec vous. Et ce que nous savons aujourd'hui grâce aux neurosciences de l'attachement, c'est que cette présence bienveillante n'est pas un luxe émotionnel, c'est un besoin fondamental. Les êtres humains ont besoin d'être vus, pas admirés nécessairement, pas approuvés en permanence, mais vus. Et dans un couple qui a perdu cette qualité de regard, quelque chose de très primaire commence à s'alarmer, quelque chose qui ressemble à une vieille peur d'enfance, la peur de n'être pas suffisant, d'être invisible, de compter pour peu. Est-ce que vous sentez parfois ce petit signal d'alarme? Pas nécessairement une douleur vive, plutôt une tension diffuse quelque part à la base de la gorge quand votre partenaire regarde ailleurs au moment où vous lui parlez. Ce n'est pas de la susceptibilité,
c'est votre système d'attachement qui fait son travail. Et voilà pourquoi maintenant je veux vous donner quelque chose de concret. Parce que nous avons parlé du problème, nous avons regardé les risques en face, et il est temps maintenant de parler de ce que l'on peut faire, vraiment faire, pas demain, mais à partir d'aujourd'hui. La première chose que propose Christophe André, et elle est déconcertante par sa simplicité, c'est ce qu'il appelle la pratique du regard. Pas un regard romantique forcé, pas une performance. Juste l'acte, délibéré et régulier, de regarder son partenaire dans les yeux pendant quelques secondes, vraiment le regarder sans attente, sans jugement, comme on regarderait quelque chose de précieux que l'on aurait tendance à oublier de voir. Cela peut sembler anecdotique. Mais les recherches en psychologie des relations, notamment celles issues des travaux de John Gottman, montrent que les couples qui maintiennent ce type de contact visuel régulier ont un niveau d'empathie mutuelle significativement plus élevé. Et l'empathie, c'est le carburant d'une relation. Sans elle, on peut vivre côte à côte pendant des années en restant des étrangers polis. Essayez ce soir. Pas de façon théâtrale, juste au moment du repas ou au moment de vous dire bonsoir, regardez l'autre, vraiment. Et observez ce qui se passe dans vos propres yeux, dans votre propre poitrine, pas uniquement dans votre cage thoracique, mais plus haut, dans cette zone entre la clavicule et la gorge, là où les émotions retenues finissent par s'installer. Mais il y a quelque chose en plus que ce regard, quelque chose que l'on sous-estime considérablement dans les relations longues, et c'est la question que je veux poser maintenant. Est-ce que vous savez vraiment qui est votre partenaire aujourd'hui? Pas qui il était quand vous vous êtes rencontrés. Pas qui il était il y a 10 ans. Qui il est maintenant, avec ses nouvelles peurs, ses nouvelles aspirations, ses nouvelles fatigues et ses nouvelles joies. Christophe André insiste énormément sur ce point. Les couples qui durent et qui restent vivants sont ceux qui continuent à se découvrir mutuellement. Ceux qui ne présupposent pas que parce qu'ils se connaissent depuis longtemps, ils savent tout de l'autre, parce que les êtres humains changent constamment. Et si vous n'avez pas suivi cette évolution chez votre partenaire, si vous lui parlez encore comme à la personne qu'il était il y a 20 ans, vous parlez en réalité à une image du passé, pas à la personne vivante qui est devant vous. Il y a quelque chose de presque vertigineux là-dedans, non? L'idée que la personne que vous pensez le mieux connaître au monde est peut-être, sur certains points, une inconnue pour vous. Et voici la deuxième pratique concrète que propose Christophe André, et celle-ci est peut-être la plus transformatrice de toutes, la curiosité bienveillante. Poser des questions à son partenaire. Non pas des questions pratiques, qu'est-ce qu'on mange ce soir? As-tu pensé à appeler le médecin? Mais des questions vraies, des questions qui témoignent d'un intérêt réel pour la vie intérieure de l'autre. Qu'est-ce qui t'a rendu heureux cette semaine, même brièvement? Qu'est-ce qui t'inquiète en ce moment, quelque chose que tu n'arrives pas à mettre de côté? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire que tu n'as jamais osé dire? Ces questions-là peuvent sembler étranges au début, peut-être même légèrement gênantes si cela fait longtemps que les conversations se sont cantonnées à la logistique du quotidien. Mais elles ont un effet que la psychologie relationnelle a bien documenté. Elles créent ce que les chercheurs appellent une intimité cognitive, c'est-à-dire la sensation d'être connu dans ses pensées, dans ses rêves, dans ses peurs, et pas seulement dans ses habitudes. Et cette intimité cognitive, quand elle existe dans un couple, agit comme un filet de sécurité. Elle crée une confiance profonde, une confiance qui permet de traverser les moments difficiles, les conflits, les périodes de distance, sans craindre que tout s'effondre. Parce que l'on sait que l'autre nous connaît vraiment et qu'il reste là malgré tout ce qu'il sait. Mais permettez-moi de vous parler d'une troisième dimension que Christophe André aborde dans ses réflexions sur les relations et qui touche à quelque chose que beaucoup de gens dans des relations longues ont perdu sans s'en rendre compte. C'est la dimension du toucher affectif non sexuel. Dans les premières années d'une relation, le toucher est naturel, spontané, fréquent. Une main posée sur le bras, une épaule touchée en passant, un baiser sur le front avant de partir. Et peu à peu, dans beaucoup de couples, ces gestes disparaissent. Pas brusquement, progressivement. Et avec eux disparaît quelque chose de biochimiquement essentiel, la libération régulière d'ocytocine,
Cette molécule que les neuroscientifiques appellent parfois l'hormone du lien et qui joue un rôle fondamental dans le sentiment de sécurité émotionnelle et de connexion. Quand le toucher affectif cesse, le corps de l'autre devient progressivement étranger. Et il y a quelque chose d'étrange et de triste à partager un lit avec quelqu'un dont le corps vous est devenu étranger. Christophe André ne recommande pas de forcer des gestes qui ne viendraient pas naturellement. Ce serait contre-productif et maladroit. Il recommande plutôt de les réintroduire doucement, consciemment, comme on réintroduirait une plante dans un espace qui a manqué de lumière. Un geste simple, régulier, sans attente de réciprocité immédiate. Une main posée sur la main, un bras autour des épaules en regardant la télévision. Ces petits gestes-là, répétés avec intention, finissent par recréer quelque chose dans le corps des deux partenaires, quelque chose qui ressemble à de la sécurité, à de la douceur retrouvée. Et je veux aussi vous parler de quelque chose que l'on évite souvent dans les couples, quelque chose qui est pourtant absolument central dans les recherches de Christophe André sur le mieux-être relationnel, la gestion des émotions difficiles. Parce que dans une relation longue, il y a inévitablement des moments de colère, de frustration, de déception, de tristesse. Et la façon dont un couple traverse ces émotions est souvent plus déterminante pour la qualité du lien que la façon dont il vit les moments heureux. Que se passe-t-il dans votre couple quand l'un de vous deux est en colère? Est-ce que la colère est exprimée, puis entendue, puis digérée ensemble, ou est-ce qu'elle se transforme en silence punitif, en sarcasme, en distance froide qui peut durer des jours? Christophe André décrit ce qu'il appelle les cycles de régulation émotionnelle dans le couple. Un cycle sain ressemble à ceci. Une émotion difficile apparaît, elle est exprimée sans violence, l'autre l'accueille sans se défendre immédiatement, il y a un espace de dialogue et ensuite une forme de réconciliation, pas nécessairement spectaculaire, parfois juste un regard, un geste, une phrase. Courte, un cycle dysfonctionnel ressemble plutôt à ceci. L'émotion est soit explosée, soit enfouie, l'autre se ferme ou contre-attaque, le conflit reste non résolu et s'accumule comme une couche de sédiments au fond de la relation. Et avec le temps, ces couches deviennent si épaisses qu'il faudrait une énergie considérable pour les traverser. La bonne nouvelle, et elle est vraiment bonne, c'est que ces cycles peuvent être modifiés. Pas du jour au lendemain, mais avec une intention claire et une pratique régulière. Christophe André insiste sur ce point avec une patience et une conviction qui n'appartiennent qu'à lui. Les êtres humains ont une capacité de changement remarquable à tout âge. Dans n'importe quelle situation, il n'est pas question ici de transformer radicalement qui vous êtes. Il est question d'apporter quelques ajustements conscients, quelques habitudes nouvelles, quelques façons d'être légèrement différentes et de laisser ces petits changements créer, au fil du temps, une transformation profonde. Voici maintenant quelque chose de précis que vous pouvez commencer à pratiquer, quelque chose qui vient directement des approches de pleine conscience appliquées aux relations et que Christophe André a contribué à populariser en France. C'est ce que l'on peut appeler la pause relationnelle consciente. Cela fonctionne ainsi. La prochaine fois que vous sentez une tension monter dans une conversation avec votre partenaire, avant de répondre, avant de vous défendre, avant de contre-attaquer ou de vous fermer, prenez une pause de quelques secondes. Juste quelques secondes. Pendant ces secondes, posez votre attention sur vos pieds, la sensation du sol sous vos pieds ou sur vos paumes, la légère chaleur ou moiteur qui y réside. Cela a l'air absurde, je sais. Mais ce qui se passe dans ces secondes-là est neurologique. Vous interrompez la réaction automatique qui est sur le point de s'enclencher et vous créez un minuscule espace de choix. Dans cet espace, vous pouvez choisir de répondre différemment. Pas parfaitement, pas toujours, mais différemment. Et c'est dans ces micro-choix répétés que se joue l'évolution d'une relation. Christophe André le dit avec cette douceur qui le caractérise, nous ne sommes pas condamnés à répéter les mêmes schémas indéfiniment. Mais pour en sortir, il faut d'abord les voir. Et voir ses propres schémas relationnels demande une honnêteté avec soi-même qui peut être inconfortable, mais qui est absolument libératrice.
Alors permettez-moi de vous poser quelques questions, des questions qui méritent d'être considérées avec sérieux, pas pour vous juger, mais pour vous aider à voir plus clairement. Quand votre partenaire exprime quelque chose qui vous dérange, est-ce que votre première réaction est d'écouter ou de vous défendre? Quand il y a un silence dans votre couple, est-ce un silence de paix ou un silence de repli? Est-ce que vous exprimez à votre partenaire ce qui vous touche, ce qui vous fait du bien, aussi souvent que vous exprimez ce qui vous dérange? Et voici peut-être la plus difficile. Est-ce que vous vous sentez libre d'être vulnérable avec l'autre, c'est-à-dire libre de montrer vos doutes, vos peurs, vos moments de faiblesse, sans craindre d'être jugé ou diminué? Cette dernière question touche à quelque chose que Christophe André considère comme fondamental dans la construction d'un amour durable, la capacité à la vulnérabilité partagée. Non pas la vulnérabilité comme acte de confiance. Montrer à l'autre que l'on n'est pas toujours fort, que l'on doute, que l'on a peur parfois, que l'on ne sait pas tout, c'est lui offrir quelque chose de précieux. C'est lui dire « je te fais suffisamment confiance pour te montrer qui je suis vraiment, pas seulement la version présentable de moi ». Et dans les couples où cette vulnérabilité partagée existe, quelque chose de remarquable se produit. Le lien devient plus solide, pas malgré les imperfections montrées, mais grâce à elles. Parce que l'on n'aime pas des images, on aime des êtres humains. Et les êtres humains sont imparfaits, complexes, changeants, et c'est précisément cette complexité qui rend l'amour possible. Revenons un instant à cette phrase « Il n'existe pas d'âme sœur ». Maintenant que nous avons parcouru tout ce chemin ensemble, est-ce qu'elle vous semble encore aussi brutale qu'au début, ou est-ce qu'elle a pris une autre couleur? Parce que ce que Christophe André propose en réalité, ce n'est pas une vision désenchantée de l'amour, c'est exactement le contraire. C'est une vision qui redonne à chacun d'entre nous le pouvoir de construire quelque chose de beau, non pas en attendant la perfection ou le partenaire idéal, mais en choisissant, jour après jour, de s'investir dans la relation que l'on a avec la personne que l'on a, en se donnant les moyens de créer ensemble quelque chose qui n'existait pas encore et qui ne peut exister qu'avec elle. Cette vision-là, elle est infiniment plus exigeante que le mythe de l'âme sœur, mais elle est aussi infiniment plus nourrissante, parce qu'elle est réelle, elle est concrète, elle est à portée de main. Et voici maintenant quelque chose que je veux partager avec vous, quelque chose d'assez précis sur ce que l'on peut faire dans la semaine qui vient pour commencer à changer la texture de sa relation. La première chose, nous en avons parlé, c'est le regard. Pratiquez le regard conscient quelques secondes chaque jour. Pas un regard intense qui mettrait l'autre mal à l'aise, mais un regard attentif, présent, qui dit à l'autre « Je te vois ». La deuxième chose, c'est la question vraie. Une fois par jour, poser à son partenaire une question qui sort de la logistique du quotidien, une question sur sa vie intérieure, ses ressentis, ses envies, et écouter la réponse vraiment, sans interrompre, sans dévier, sans relativiser. La troisième chose, c'est ce que Christophe André appelle l'expression de gratitude spécifique. Non pas un vague merci de temps en temps, mais une gratitude nommée, précise. Merci d'avoir pensé à m'appeler ce matin, ça m'a fait du bien. Merci d'être resté calme hier soir alors que c'était difficile pour toi aussi. Cette précision dans la gratitude a un effet profond. Elle dit à l'autre que l'on fait attention, que ses actes ne passent pas inaperçus, que sa présence compte. Et les recherches en psychologie positive, notamment celles qui ont inspiré Christophe André dans ses propres réflexions, montrent que les couples qui pratiquent régulièrement cette forme de gratitude spécifique ont un niveau de satisfaction relationnelle significativement plus élevé et une résistance aux conflits nettement plus grande. La quatrième chose, peut-être la plus délicate mais aussi la plus puissante, c'est ce que l'on pourrait appeler la réparation intentionnelle. Dans tout couple qui dure, il y a des blessures, des mots dits un peu forts, des moments d'indisponibilité, des oublis, des maladresses. Et souvent, ces blessures restent non nommées, non réparées, et s'accumulent dans une sorte de compte invisible que l'on consulte sans le savoir à chaque nouvelle friction. La réparation intentionnelle, c'est l'acte de revenir sur une blessure, même ancienne, même petite, pour la nommer simplement et la reconnaître.
Je réalise que ma façon de répondre ce jour-là a dû te faire de la peine. Ce n'était pas mon intention, mais je comprends que ça t'ait touché. Ce type de phrase, prononcée avec sincérité, sans minimiser et sans excès de culpabilité, peut défaire des nœuds qui ont mis des années à se former. Christophe André le dit avec une précision clinique qui a quelque chose de presque libérateur. La reconnaissance de l'impact de nos actes sur l'autre est l'un des gestes les plus puissants qui existent dans une relation. Non pas parce qu'elle efface le passé, mais parce qu'elle dit à l'autre « Tu comptes suffisamment pour que je prenne le temps de revenir sur ce qui s'est passé entre nous. » Et maintenant, permettez-moi de vous parler de quelque chose qui concerne les couples dans lesquels l'un des deux a tendance à se murer dans le silence, à se retirer émotionnellement dans les moments difficiles. C'est ce que la psychologie appelle le retrait émotionnel, et c'est l'un des comportements les plus dommageables dans une relation, non pas parce que la personne qui se retire est mauvaise ou indifférente, mais parce que l'autre interprète ce retrait comme un abandon, comme un signal que l'on n'est pas important, que l'on ne vaut pas la peine d'une réponse. Est-ce que vous reconnaissez ce schéma dans votre couple? L'un qui parle, qui exprime, qui cherche à résoudre, et l'autre qui se tait, qui se ferme, qui a besoin de temps et d'espace. Ce schéma est extrêmement courant et il est souvent le résultat d'histoires personnelles différentes, de façons d'avoir appris à gérer l'intensité émotionnelle dans l'enfance. Il n'est ni une faute ni une fatalité. Mais il peut créer une spirale très douloureuse. Plus l'un cherche le contact, plus l'autre se retire et plus l'autre se retire. Plus le premier cherche le contact avec une intensité croissante qui finit par aggraver le retrait. Pour sortir de cette spirale, Christophe André propose une approche qui demande à chacun des deux partenaires de faire un pas vers l'autre. À celui qui se retire, d'apprendre à signaler sa propre surcharge émotionnelle sans disparaître complètement. J'ai besoin d'un peu de temps pour mettre de l'ordre dans ce que je ressens, mais je reviendrai vers toi. Ou est-ce qu'elle se transforme en silence punitif, en sarcasme, en distance froide qui peut durer des jours? Christophe André décrit ce qu'il appelle les cycles de régulation émotionnelle dans le couple. Un cycle sain ressemble à ceci. Une émotion difficile apparaît, elle est exprimée sans violence, l'autre l'accueille sans se défendre immédiatement, il y a un espace de dialogue et ensuite une forme de réconciliation. Pas nécessairement spectaculaire, parfois juste un regard, un geste, une phrase courte. Un cycle dysfonctionnel ressemble plutôt à ceci. L'émotion est soit explosée, soit enfouie, l'autre se ferme ou contre-attaque, le conflit reste non résolu et s'accumule comme une couche de sédiments au fond de la relation. Et avec le temps, ces couches deviennent si épaisses qu'il faudrait une énergie considérable pour les traverser. La bonne nouvelle, et elle est vraiment bonne, c'est que ces cycles peuvent être modifiés, pas du jour au lendemain, mais avec une intention claire et une pratique régulière. Christophe André insiste sur ce point avec une patience et une conviction qui n'appartiennent qu'à lui. Les êtres humains ont une capacité de changement remarquable, à tout âge, dans n'importe quelle situation. Il n'est pas question ici de transformer radicalement qui vous êtes. Il est question d'apporter quelques ajustements conscients, quelques habitudes nouvelles, quelques façons d'être légèrement différentes et de laisser ces petits changements créer, au fil du temps, une transformation profonde. Voici maintenant quelque chose de précis que vous pouvez commencer à pratiquer, quelque chose qui vient directement des approches de pleine conscience appliquées aux relations et que Christophe André a contribué à populariser en France. C'est ce que l'on peut appeler la pause relationnelle consciente. Cela fonctionne ainsi. La prochaine fois que vous sentez une tension monter dans une conversation avec votre partenaire, avant de répondre, avant de vous défendre, avant de contre-attaquer ou de vous fermer, prenez une pause de quelques secondes. Juste quelques secondes. Pendant ces secondes, posez votre attention sur vos pieds, la sensation du sol sous vos pieds ou sur vos paumes, la légère chaleur ou moiteur qui y réside. Cela a l'air absurde, je sais. Mais ce qui se passe dans ces secondes-là est neurologique. Vous interrompez la réaction automatique qui est sur le point de s'enclencher et vous créez un minuscule espace de choix.
Dans cet espace, vous pouvez choisir de répondre différemment. Pas parfaitement, pas toujours, mais différemment. Et c'est dans ces micro-choix répétés que se joue l'évolution d'une relation. Christophe André le dit avec cette douceur qui le caractérise. Nous ne sommes pas condamnés à répéter les mêmes schémas indéfiniment. Mais pour en sortir, il faut d'abord les voir. Et voir ses propres schémas relationnels demande une honnêteté avec soi-même qui peut être inconfortable, mais qui est absolument libératrice. Alors permettez-moi de vous poser quelques questions, des questions qui méritent d'être considérées avec sérieux. Pas pour vous juger, mais pour vous aider à voir plus clairement. Quand votre partenaire exprime quelque chose qui vous dérange, est-ce que votre première réaction est d'écouter ou de vous défendre? Quand il y a un silence dans votre couple, est-ce un silence de paix ou un silence de repli? Est-ce que vous exprimez à votre partenaire ce qui vous touche, ce qui vous fait du bien, aussi souvent que vous exprimez ce qui vous dérange? Et voici peut-être la plus difficile. Est-ce que vous vous sentez libre d'être vulnérable avec l'autre, c'est-à-dire libre de montrer vos doutes, vos peurs, vos moments de faiblesse, sans craindre d'être jugé ou diminué? Cette dernière question touche à quelque chose que Christophe André considère comme fondamental dans la construction d'un amour durable, la capacité à la vulnérabilité partagée. Non pas la vulnérabilité comme faiblesse, mais la vulnérabilité comme acte de confiance. Montrer à l'autre que l'on n'est pas toujours fort, que l'on doute, que l'on a peur parfois, que l'on ne sait pas tout, c'est lui offrir quelque chose de précieux. C'est lui dire « Je te fais suffisamment confiance pour te montrer qui je suis vraiment, pas seulement la version présentable de moi. » Et dans les couples où cette vulnérabilité partagée existe, quelque chose de remarquable se produit. Le lien devient plus solide, pas malgré les imperfections montrées, mais grâce à elles. Parce que l'on n'aime pas des images, on aime des êtres humains. Et les êtres humains sont imparfaits, complexes, changeants, et c'est précisément cette complexité qui rend l'amour possible. Revenons un instant à cette phrase, il n'existe pas d'âme sœur. Maintenant que nous avons parcouru tout ce chemin ensemble, est-ce qu'elle vous semble encore aussi brutale qu'au début? Ou est-ce qu'elle a pris une autre couleur? Parce que ce que Christophe André propose en réalité, ce n'est pas une vision désenchantée de l'amour, c'est exactement le contraire. C'est une vision qui redonne à chacun d'entre nous le pouvoir de construire quelque chose de beau, non pas en attendant la perfection ou le partenaire idéal, mais en choisissant jour après jour de s'investir dans la relation que l'on a avec la personne que l'on a, en se donnant les moyens de créer ensemble quelque chose qui n'existait pas encore et qui ne peut exister qu'avec elle. Cette vision-là, elle est infiniment plus exigeante que le mythe de l'âme sœur, mais elle est aussi infiniment plus nourrissante, parce qu'elle est réelle, elle est concrète, elle est à portée de main. Et voici maintenant quelque chose que je veux partager avec vous, quelque chose d'assez précis sur ce que l'on peut faire dans la semaine qui vient pour commencer à changer la texture de sa relation. La première chose, nous en avons parlé, c'est le regard. Pratiquez le regard conscient, quelques secondes, chaque jour. Pas un regard intense qui mettrait l'autre mal à l'aise, mais un regard attentif, présent, qui dit à l'autre « je te vois ». La deuxième chose, c'est la question vraie. Une fois par jour, posez à son partenaire une question qui sort de la logistique du quotidien, une question sur sa vie intérieure, ses ressentis, ses envies. Et écoutez la réponse vraiment, sans interrompre, sans dévier, sans relativiser. La troisième chose, c'est ce que Christophe André appelle l'expression de gratitude spécifique. Non pas un vague merci de temps en temps, mais une gratitude nommée, précise. Merci d'avoir pensé à m'appeler ce matin, ça m'a fait du bien. Merci d'être resté calme hier soir alors que c'était difficile pour toi aussi. Cette précision dans la gratitude a un effet profond. Elle dit à l'autre que l'on fait attention, que ses actes ne passent pas inaperçus, que sa présence compte. Et les recherches en psychologie positive, notamment celles qui ont inspiré Christophe André dans ses propres réflexions, montrent que les couples qui pratiquent régulièrement cette forme de gratitude spécifique ont un niveau de satisfaction relationnelle significativement plus élevé
et une résistance au conflit nettement plus grande. La quatrième chose peut être la plus délicate, mais aussi la plus puissante. C'est ce que l'on pourrait appeler la réparation intentionnelle. Dans tout couple qui dure, il y a des blessures. Des mots dits un peu forts, des moments d'indisponibilité, des oublis, des maladresses. Et souvent, ces blessures restent non nommées, non réparées, et s'accumulent dans une sorte de compte invisible que l'on consulte sans le savoir à chaque nouvelle friction. La réparation intentionnelle, c'est l'acte de revenir sur une blessure, même ancienne, même petite, pour la nommer simplement et la reconnaître. Je réalise que ma façon de répondre, ce jour-là, a dû te faire de la peine. Ce n'était pas mon intention, mais je comprends que ça t'ait touché. Ce type de phrase, prononcée avec sincérité, sans minimiser et sans excès de culpabilité, peut défaire des nœuds qui ont mis des années à se former. Christophe André le dit avec une précision clinique qui a quelque chose de presque libérateur. La reconnaissance de l'impact de nos actes sur l'autre est l'un des gestes les plus puissants qui existent dans une relation. Non pas parce qu'elle efface le passé, mais parce qu'elle dit à l'autre: tu comptes suffisamment pour que je prenne le temps de revenir sur ce qui s'est passé entre nous. Et maintenant, permettez-moi de vous parler de quelque chose qui concerne les couples dans lesquels l'un des deux a tendance à se murer dans le silence, à se retirer émotionnellement dans les moments difficiles. C'est ce que la psychologie appelle le retrait émotionnel, et c'est l'un des comportements les plus dommageables dans une relation, non pas parce que la personne qui se retire est mauvaise ou indifférente, mais parce que l'autre interprète ce retrait comme un abandon, comme un signal que l'on n'est pas important, que l'on ne vaut pas la peine d'une réponse. Est-ce que vous reconnaissez ce schéma dans votre couple? L'un qui parle, qui exprime, qui cherche à résoudre, et l'autre qui se tait, qui se ferme, qui a besoin de temps et d'espace. Ce schéma est extrêmement courant, et il est souvent le résultat d'histoires personnelles différentes, de façons d'avoir appris à gérer l'intensité émotionnelle dans l'enfance. Il n'est ni une faute, ni une fatalité. Mais il peut créer une spirale très douloureuse. Plus l'un cherche le contact, plus l'autre se retire, et plus l'autre se retire. Plus le premier cherche le contact avec une intensité croissante qui finit par aggraver le retrait. Pour sortir de cette spirale, Christophe André propose une approche qui demande à chacun des deux partenaires de faire un pas vers l'autre. À celui qui se retire, d'apprendre à signaler sa propre surcharge émotionnelle sans disparaître complètement. J'ai besoin d'un peu de temps pour mettre de l'ordre dans ce que je ressens, mais je reviendrai vers toi. À celui qui cherche le contact, d'apprendre à respecter ce temps sans l'interpréter comme un rejet. Je suis là quand tu es prêt. Ces deux gestes simples, quand ils sont pratiqués ensemble, transforment la dynamique. Ils remplacent le cycle de la poursuite et du retrait par un cycle de respect mutuel et de confiance. Et voici quelque chose que j'aimerais que vous preniez le temps de considérer, quelque chose que Christophe André dit souvent dans ses conférences et qui a le mérite d'être dit clairement. Une relation qui se transforme, qui guérit, qui s'approfondit, ce n'est pas le résultat d'un grand soir de décision. Ce n'est pas une conversation marathon où l'on règle tout en une nuit. C'est le résultat de petits gestes réguliers, de petites attentions maintenues dans le temps, de petites réparations faites patiemment, de petites curiosités cultivées au quotidien. Ce sont ces petites choses qui font une grande relation. Pas les déclarations spectaculaires, pas les voyages extraordinaires, pas les anniversaires parfaits, mais la façon dont on se dit bonjour le matin. La façon dont on pose la main sur l'épaule de l'autre quand on sent qu'il porte quelque chose de lourd. La façon dont on rit encore ensemble, même d'une chose idiote, même brièvement. Et pour ceux qui pensent peut-être qu'il est trop tard, que les années écoulées ont créé une distance trop grande, que les habitudes sont trop ancrées pour changer, je veux terminer sur quelque chose de très précis que Christophe André défend avec une conviction que je partage entièrement. La neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions, à modifier ses schémas, à apprendre de nouvelles façons d'être, ne s'arrête pas à un âge donné. Elle persiste toute la vie. Elle peut être un peu plus lente, oui, elle demande peut-être un peu plus de répétition, un peu plus de patience, mais elle est là. Le cerveau humain à 60,
70 ans est encore un cerveau qui peut apprendre, qui peut changer, qui peut créer de nouvelles habitudes relationnelles. Et il y a quelque chose de profondément émouvant dans l'idée de deux personnes qui ont partagé des décennies de vie commune et qui choisissent, à ce moment de leur vie, de se retourner l'un vers l'autre avec une curiosité nouvelle, avec une douceur nouvelle, avec une intention nouvelle. Il y a quelque chose de courageux et de beau là-dedans qui mérite d'être reconnu. Est-ce que ce chemin est facile? Non. Christophe André ne prétend jamais que les choses sont faciles. Mais il dit quelque chose de très juste. Les choses difficiles qui en valent la peine ont une façon de nous révéler à nous-mêmes. En travaillant sur notre relation, en apprenant à être plus présent, plus curieux, plus doux avec l'autre, nous devenons aussi plus présents, plus curieux et plus doux avec nous-mêmes. Les deux chemins sont le même chemin. Et voici peut-être la chose la plus importante de tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. Il n'existe pas d'âme sœur prête à l'emploi, tombée du ciel, parfaitement accordée à nous sans effort. Mais il existe quelque chose de bien plus précieux, la possibilité de créer avec une personne réelle, imparfaite, changeante et vivante, une relation qui devient avec le temps un espace de sécurité, de tendresse, de croissance et de joie partagée. Pas parce que c'était écrit quelque part, mais parce que l'on a choisi de le construire ensemble, consciemment, patiemment, avec tout ce que nous sommes, y compris nos maladresses, y compris nos peurs, y compris nos moments de doute. C'est cela l'amour véritable selon Christophe André. Non pas une trouvaille, une construction, non pas une évidence, un choix répété. Non pas une destination, un chemin que l'on marche ensemble, en regardant l'autre de temps en temps dans les yeux, pour se rappeler pourquoi l'on marche dans la même direction. Alors la question que je vous laisse ce soir, celle que je vous invite à garder quelque part dans la paume de votre main, comme on garderait un petit caillou chaud, c'est celle-ci. Quel est le premier petit geste, le plus simple, le plus doux, que vous pourriez faire dès aujourd'hui en direction de l'autre? Pas un grand geste, juste un, le premier. Parce que dans les relations comme dans la vie, c'est toujours le premier pas qui est le plus important. Et vous venez de le faire en restant jusqu'ici, en écoutant, en vous posant ces questions. Ce n'est pas rien, c'est déjà quelque chose.